Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le monde arabe se solidifie. Le vice-président Témoko Mélet Koné a échangé ce mardi avec une délégation de haut niveau des États arabes. Ces personnalités envisagent d'investir dans plusieurs domaines. Leur ambition, contribuer à la transformation des économies africaines. Le sommet des chefs d'État africains sur l'énergie a ouvert ses portes aujourd'hui à Dar es Salaam en Tanzanie. Le Premier ministre Robert Bekremambe y participe au nom du président Alassane Ouattara. L'enjeu de ce sommet, connecter 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique d'ici à 2030. Dans ce 20h, on fera une immersion au consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris. Ces questions intéressent les Ivoiriens. Quelle est la démarche administrative à suivre pour avoir les documents tels que les passeports, visas, cartes consulaires? Quelles sont les nouvelles règles? Qu'en est-il de l'authentification des documents établis? Un migrant n'est pas un délinquant, mais un être humain qui veut travailler, évoluer et vivre sa vie. Ces propos sont du président colombien Gustavo Petro. Il répond ainsi à son homologue américain après l'expulsion de 200 migrants colombiens des États-Unis ce mardi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La destination Côte d'Ivoire attire. Le monde arabe s'y intéresse. Le partenariat s'embellit justement. Le vice-président ivoirien Témoko Mélet Koné a échangé ce mardi même avec une délégation de haut niveau des États arabes et ses partenaires envisagent de jouer un rôle stratégique dans la transformation des économies africaines. Alexis Ouedraogo. Les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, disposent d'importantes ressources financières qui peuvent être captées par des projets sur le continent africain. Pourtant, les échanges commerciaux entre ce monde et l'Afrique restent largement sous-exploités, avec seulement 28 milliards de dollars en 2022. La Côte d'Ivoire, elle, entend en tirer le meilleur profit. Ce mardi, au palais présidentiel, le vice-président de la République, Témoko Mélet Koné, a reçu une délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement. Le groupe de coordination arabe, ici représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien et la BADEA, nous étions venus présenter nos félicitations à son Excellence le président Alassane Ouattara pour les excellentes performances macroéconomiques que son leadership a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser et la forte résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes. La nouvelle notation du pays et la sortie sur les marchés des capitaux sont des témoignages éloquents du succès des politiques menées sous le leadership de son Excellence président Alassane Ouattara. Nous avons aussi écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030. Le groupe est aussi engagé à accroître le volume de financement pour la République de Côte d'Ivoire afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement. Le groupe de coordination des fonds arabes salue l'excellence des relations avec la Côte d'Ivoire. Avec une volonté affirmée et un cadre de partenariat équilibré, il entend redéfinir sa coopération avec l'Afrique. Voilà, et c'est le rendez-vous annuel de la finance africaine. Les participants sont en conclave à Abidjan pour le 6e forum Arabe-Afrique pour le renforcement. Et justement, le monde arabe et l'Afrique veulent coopérer davantage, renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les deux régions. Le sommet des chefs d'État africains sur l'énergie a ouvert ses portes aujourd'hui même à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le Premier ministre Robert Bekremambe y participe au nom du président de la République, Alassane Ouattara. L'enjeu de ce sommet est de connecter 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique d'ici à 2030. Herman Guivet est notre envoyé spécial. Sommet africain de l'énergie de Dar es Salaam, les chefs d'État africains, leurs représentants, chefs de gouvernement, à l'honneur ce mardi. Ouverture officielle de ce sommet aux couleurs de la culture tanzanienne, des chefs d'État, de gouvernement,
de presque tous les pays du continent africain, ainsi que leurs représentants, répondent présents à l'appel de la Tanzanie. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, présent en Tanzanie, représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la circonstance. Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, ouvre les travaux de cette journée officielle. La présidente de la République unie de Tanzanie souhaite la bienvenue à ses invités de marque. Objectif porté par le sommet, connecter d'ici à 2030 300 millions d'Africains à l'électricité à travers des solutions innovantes. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet Mission 300. Opportunité leur est alors offerte d'échanger à travers des panels et de partager leurs visions avec leurs homologues sur les mécanismes qu'ils entendent mettre en place afin de renforcer la capacité en électricité dans leur pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, représentant le président de la République Alassane Ouattara, évoque les politiques mises en place pour faciliter l'accès à l'électricité aux populations. Le président de la République Alassane Ouattara s'est appuyé sur 2 piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% du taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de 3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Pour soutenir l'effort en matière de recherche de solutions innovantes, de jeunes Tanzaniens sont récompensés pour la qualité de leurs inventions allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, Dar es Salaam édition 2025, se referme sur une note d'espoir. Passer les engagements, place désormais à la mise en œuvre ou au renforcement des mesures prises pour l'atteinte des objectifs fixés par le programme Mission 300. Voilà, et toujours en Tanzanie, avant la tenue du sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, les ministres des pays africains et les partenaires financiers ont planché sur les politiques et réformes nécessaires pour transformer le secteur énergétique en Afrique. On retrouve notre envoyé spécial, Herman Guivé. Cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie. Le gouvernement tanzanien heureux d'accueillir sur son sol le millier de participants venus prendre part à ce rendez-vous international qui se donne pour objectif de rechercher des solutions innovantes afin de mettre de l'électricité à disposition d'environ 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Et parlant de solutions innovantes, les panélistes, ministres des énergies des pays africains ont l'un après l'autre exposé sur les actions engagées par leurs États pour lutter contre la pauvreté énergétique. Le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, ouvre les échanges. Notre pays a un potentiel, notamment en ce qui concerne le gaz, l'hydro. Et c'est sur cette base que nous ambitionnons d'ici 2030 de doubler la quantité d'énergie que nous exportons avec nos voisins. La régulation est importante au niveau de la sous-région parce que le défi auquel nous faisons face, c'est que l'électricité que nous exportons ne sont pas toujours payées
en retour. Donc ce qui pose un vrai défi. Nous avons approché nos partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir des garanties en ce qui concerne l'exportation de l'électricité dans la sous-région. Nous avons insisté là-dessus parce que si le marché sous-régional est régulé et que nous n'avons pas de garanties d'être payés en retour, ça va être difficile que le marché fonctionne. Donc je voudrais vraiment indiquer que c'est une grande opportunité d'avoir une approche intégrée. Je voudrais saluer cette approche méthodologique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Le Kenya a lui opté pour un système qui permet au secteur privé d'investir dans le secteur énergétique, selon son ministre de l'Énergie. Au ministre nigérian de l'Énergie de soutenir que l'ambition de son pays, c'est d'avoir l'accès total à l'énergie propre en 2030. L'Afrique du Sud, seul État du continent africain membre du G20, ne manque pas d'indiquer ses priorités en matière d'énergie. Principal sujet abordé au cours de ce panel, les capacités des États africains à faire face aux défis énergétiques sur le continent à travers la politique et les réformes nécessaires pour transformer l'énergie africaine. Si l'électricité était considérée autrefois comme un luxe, aujourd'hui, c'est une nécessité. Ces propos de Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, reflètent la qualité des ambitions exprimées à l'ouverture de ce sommet. Voilà, compte rendu de nos envoyés spéciaux Ulrich Adongon, Herman Guivet. Ici en Côte d'Ivoire, ça bouge très bien. À l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a échangé avec l'ambassadeur d'Espagne et ils ont évoqué ensemble le renforcement de la coopération parlementaire entre leurs pays. Carmel Dia, Fernand Conan. C'est la première fois qu'il franchit les portes de l'hémicycle depuis sa prise de fonction en 2024. Guillermo Marín Gorbea, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Une rencontre pour consolider la coopération qui existe entre les deux nations. La Côte d'Ivoire est un pays très ouvert, très accueillant. Alors on a parlé des excellentes relations, des différents domaines où on peut développer encore plus cette collaboration. J'ai aussi profité de l'occasion pour lui transmettre un exemplaire de la nouvelle stratégie pour l'Afrique qui vient d'être approuvée par le Conseil des ministres de l'Espagne. Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO, s'est également rendue à l'hémicycle. Porteuse de messages de paix, elle a présenté des propositions au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en vue de garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'objet de cette visite aujourd'hui était de voir avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'état des lieux des différentes institutions de la République et au niveau des élections qui auront lieu prochainement et discuter un peu de comment est-ce qu'ensemble, en tant que CEDEAO et l'Assemblée nationale, eh bien, nous pouvons travailler afin que les prochaines élections se passent dans la paix, dans la cohésion sociale. À la mi-journée, Adama Bictogo a invité les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à un déjeuner convivial, un moment placé sous le signe de la fraternité et des échanges constructifs. Voilà, c'était les rencontres du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane du Sénat de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Mme Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, convoque, mesdames et messieurs les sénateurs, à la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025, le mercredi 29 janvier 2025 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. En raison du caractère solennel de cette séance, Madame la Présidente du Sénat invite mesdames et messieurs les sénateurs à arborer leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Il est signé du secrétaire général du Sénat, Touré Ousmane Samassi. Et la CEI qui prépare la présidentielle de 2025, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Kuibière, a mis en mission ses collaborateurs pour une organisation réussie des échéances électorales. Konaté Moussa, Frodo Célestin. Élection présidentielle d'octobre 2025, la commission électorale indépendante s'active. Les agents de l'institution réaffirment leur engagement pour le succès de l'échéance. 2025 est une année exceptionnellement déterminante pour la CEI, tant les enjeux sont importants.
Nous restons fermement convaincus qu'ensemble, nous saurons relever ces défis majeurs, vu la compétence collective en termes de gestion des processus électoraux. Une seule option s'offre à nous, réussir ensemble ces élections, et nous le pouvons car nous en avons la capacité et l'expérience, mais surtout la motivation à servir la Commission électorale indépendante, CEI, et notre pays, la Côte d'Ivoire. Le personnel prêt à relever les défis pour une opération électorale réussie. En sa qualité de chef d'orchestre, le président de la CEI invite l'ensemble de ses collaborateurs à une meilleure exécution des missions. Vous devez avoir constamment à l'esprit que chaque acte, chaque action ou chaque activité que vous exécutez avec sérieux et professionnalisme contribue énormément à la paix dans notre pays, d'où votre responsabilité. Je vous engage à faire preuve de professionnalisme, de loyauté et à être respectueux des lois et règlements. Je vous engage également à poursuivre l'exécution de vos tâches avec la même abnégation et détermination qui vise à toujours caractériser dans l'intérêt supérieur de la nation et de la République. Dans son adresse, le président Ibrahim Kuibié Koulibaly a émis le souhait de l'organisation d'une élection sans violence avec la contribution de tous. 147 000 Ivoiriens sont en situation régulière en France, selon le ministère de l'Intérieur français. Eh bien, parmi eux, 47 000 sont connus des fichiers consulaires de notre pays. Alors, ce soir, on s'interroge. Quelle est la démarche administrative à suivre par la diaspora ivoirienne pour avoir les documents tels que les passeports, visas et cartes consulaires? Notre reporter a passé une journée entière au consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris. Comment les Ivoiriens sont-ils pris en charge? Quelles sont les nouvelles règles? Qu'en est-il de la sécurisation et de l'authentification de ces documents? Walter Amadou Ouattara nous répond. 19 rue de la Pépinière, dans le 8e arrondissement, à l'entrée du consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris, rien ne présage l'ambiance à l'intérieur. Pourtant, c'est avec sang-froid et professionnalisme que le personnel s'occupe des usagers cas par cas. Si la devanture du bâtiment ne présente plus les longues files d'attente du passé, c'est grâce à une organisation. Elle est essentiellement axée sur la dématérialisation des actes administratifs et la célérité dans le traitement des dossiers. Gorebi et sa compagne viennent d'obtenir leur carte consulaire en peu de temps. Ça m'a pris moins de 30 minutes, c'est sûr. Ce temps gagné est dû au fait que la constitution des dossiers a été faite auparavant, un rendez-vous pris en ligne et les frais de dossier payés de façon électronique. On a des usagers qui n'étaient pas trop habitués au système de rendez-vous. Ils viennent quand ils veulent, mais ça commence à aller petit à petit. Actuellement, on reçoit 60 à 70% des personnes qui respectent le rendez-vous. C'est ainsi qu'on a fait la liste des pièces à fournir, en fait. C'est soit la carte nationale d'identité ou le passeport, un essai d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un reçu de 10 € qu'ils payent sur le site. Le renouvellement de passeport prend également moins de temps. Donc c'est une procédure assez simple. On peut se donner biométrique sur la base de son ancien passeport. On capture l'empreinte prise de photo, on lui remet son reçu. C'est terminé. Dans un cas, système de renouvellement comme ça, on en a pour 6-7 minutes. Quelquefois, il y a des incompréhensions. Dans la deuxième année, troisième année. Oui, monsieur. Le fait que le passeport ne soit pas produit, ce n'est pas la faute du consulat. Nous ne sommes qu'un centre d'enrôlement. Je souhaite qu'on réduise un peu le temps de production des passeports en un mois. Cependant, dans 80% des cas, ces situations trouvent une issue heureuse. Voilà, là j'ai récupéré le passeport de ma fille. Je suis vraiment très heureux. Célérité, d'accord, mais sécurité d'abord. Les agents sont instruits à travailler pour redorer la respectabilité des documents administratifs consulaires ivoiriens. Le système, c'est le RNPP, c'est le Registre national des personnes physiques. Il a été installé par l'ONESI. Donc ça nous permet de faire des extraits d'actes de naissance,
de mariage et de décès. Lorsque l'acte est fini, ça nous génère automatiquement un QR code qui nous permet en fait de retrouver l'acte dans sa totalité sur une application mobile. Ça nous donne aussi un numéro national d'identification à chaque personne. À ce jour, nous avoisinons les 4500 actes. Le système a été installé ici en septembre 2024. Il est beaucoup plus rapide. Ça nous évite déjà les doublons, de tomber sur par exemple des personnes qui viennent avec des actes frauduleux ou des actes qui n'ont pas déclaré. Et les personnes aussi qui ont outrepassé le fait de déclarer leur naissance ici et qui sont à se faire établir des cartes nationales d'identité ivoiriennes à Abidjan. Le système rejette automatiquement parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure réglementaire. Tous engagés contre la fraude documentaire est un combat quotidien mené par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Il partage quelques résultats concrets obtenus grâce à la dynamique impulsée. Une des innovations majeures que nous mettons en place en ce moment, c'est l'expédition systématique des passeports. Nous avons déjà pu expédier plus de 6000 passeports aux différents requérants, ce qui réduit les flux journaliers à moins de 100 personnes par jour, parce qu'on dépasse largement les 200 personnes par jour. Puis il faut continuer à travers aussi la sécurisation des actes consulaires dans la coopération que nous avons mise en place avec l'Office national d'état civil, donc l'ONECI, et également la direction du service de contrôle de l'état civil du ministère de la Justice. Pour améliorer davantage les services, d'autres mesures sont annoncées. C'est surtout ne pas venir accompagner à chaque fois faire une démarche consulaire, venir seul, parce que nous tenons compte également des mesures de sécurité dans le bâtiment. C'est prendre le temps de vérifier aussi l'authenticité des documents avec lesquels on vient. Si on ne le fait pas, nous on le fera à votre place, mais ça vous fait perdre énormément de temps. Faire les paiements à la maison, d'imprimer les reçus, prendre l'ensemble des documents dont on a besoin avant de venir faire une démarche consulaire. La Côte d'Ivoire va bientôt avoir un bâtiment à Montreuil également, où nous allons mettre en place un dispositif pour permettre aux Ivoiriens de faire des passeports, des cartes d'identité, des actes consulaires divers. On va continuer également la proximité avec la diaspora à travers ce qu'on appelle les audiences foraines consulaires. En bas, on a une boîte de suggestions. Ça nous permet aussi d'avoir le retour des usagers, voir ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite près de 25 000 demandes de passeport et 12 000 actes consulaires divers chaque année. Et voilà tout ce qu'il fallait savoir sur la démarche administrative à suivre par la diaspora ivoirienne pour avoir les documents administratifs. C'était un reportage de Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la transformation locale de la noix de cajou. Une nouvelle usine ultra moderne est sortie de terre à Tinguier et cette infrastructure de pointe vient renforcer les capacités de notre pays en matière de valorisation de l'anacade. L'usine a été inaugurée en présence du ministre Souleymane Diarra-Souba. Et je vous livre un autre communiqué dans ce 20h. Il est lu pour vous par Jean Magagui. Le ministère a été saisi le dimanche 26 janvier 2025 d'une pollution de la rivière Guéry près du campement Zabezako entre les villages de Mabou et Diabo, ayant causé une importante mortalité de diverses espèces de poissons. Cet incident serait dû à un déversement de produits nocifs par des individus dont les motivations restent inconnues pour les populations locales. En collaboration avec les autorités locales et les services compétents, le ministère a immédiatement dépêché ses équipes techniques sur le terrain pour réaliser des analyses approfondies, évaluer les niveaux de pollution et prendre des mesures visant à contenir les impacts environnementaux et protéger la santé publique. Dans l'attente des résultats des enquêtes et des analyses, le ministère recommande vivement aux populations de ne pas consommer l'eau des cours d'eau, ni les produits qui en sont issus, poissons, crevettes, etc. Restez vigilante et signalez tout effet inhabituel ou symptômes liés à une éventuelle exposition. Relayez ces consignes aux ménages avec l'appui des chefs de campement et des leaders communautaires. Face à la récurrence des cas de déversement de produits nocifs dans les cours d'eau au niveau national, le ministère tient à informer l'opinion nationale que le nouveau Code de l'environnement a prévu des poursuites judiciaires assorties de sanctions pénales et pécuniaires contre les auteurs de ces actes. À cet effet, il voudrait rassurer les populations des campements affectés que les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables et les traduire devant les tribunaux compétents. Le ministère appelle la population à garder son calme et à faire preuve de sérénité tout en respectant scrupuleusement les consignes émises. Et sur le terrain politique, le coordinateur adjoint du RHDP du Bunkani a échangé avec les enseignants militants du RHDP sur les élections de cette année et ils ont été invités à ratisser le terrain pour le parti. Herman Niamien.
La coordination régionale du RAGP du Bunkani en ordre de bataille pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Première action pour ce début d'année, cette rencontre avec le corps enseignant de la région. Le coordonnateur adjoint du RAGP du Bunkani veut ainsi sonner la mobilisation des militants et aussi mettre en mission les enseignants afin qu'ils engagent la sensibilisation pour faire adhérer les populations aux idéaux du RAGP. Nous avons commencé par les enseignants pour une raison très simple, parce qu'ils sont au cœur de notre système, parce que c'est les enseignants qui forment les militants, c'est les enseignants qui sécurisent nos lieux de vote. Donc il était important que nous commençons donc notre mobilisation, notre réunion avec les enseignants pour les mobiliser, pour les remobiliser parce qu'ils sont déjà mobilisés. Les enseignants venus en grand nombre à cette rencontre ont assuré à la coordination régionale du RAGP qu'ils sont déjà prêts et mobilisés pour faire triompher le parti aux échéances électorales d'octobre 2025. Ils ont aussi plaidé pour que le président de la République, Alassane Ouattara, brigue un autre mandat afin de poursuivre la dynamique de développement qu'il a impulsée au pays depuis 2011. Nous souhaitons que notre papa Ado soit candidat, qu'il accepte de nous accompagner encore dans cette aventure qu'il a commencée et pour continuer jusqu'à ce que vraiment, nous, ses enfants, soyons heureux. Nous sommes heureux tant qu'il est au pouvoir. Après cette rencontre, les enseignants ont promis de sillonner hameaux et villages pour véhiculer le message de la direction du parti afin que les militants du RAGP en particulier et même la population en général se tiennent prêts pour l'élection présidentielle à venir. On joint l'utile à l'agréable dans ce 20 Miss Côte d'Ivoire 2025 a lancé la 29e édition enregistre des innovations majeures. Les candidats devront notamment se présenter sans artifice selon le comité de Miss Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly à Miss Sangaré pour le reportage. Qui sera la reine de beauté de Côte d'Ivoire en 2025? On le saura au soir du 28 juin prochain. Mais en attendant, place à la phase des présélections lancées dans la soirée du lundi 27 janvier. Occasion pour Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire Comici, de rappeler les critères de sélection marqués par des innovations majeures. Nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1m67 pieds nus, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes filles très jolies n'avaient pas pour 1 cm la possibilité de se présenter au concours qui était de 1m68. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, toutes les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On souhaiterait aussi que le teint des candidats soit naturel, noir, blanc ou métis. Enfin, nous avons demandé aussi à ce que toutes les jeunes filles qui se présentent sur ce concours payent droit de participation de 30 000 francs au lieu de 50 000 francs. Je tiens à préciser que les 30 000 francs payés comme montant d'inscription, c'est pour tout le concours. Nous fournissons les tenues de soirée et nous fournissons aussi les tenues traditionnelles. Quelle contribution promotionnelle le concours Miss Côte d'Ivoire peut apporter à la culture et au tourisme? C'est le thème retenu pour cette 29e édition. Séduit par la pertinence des enjeux beauté et valeurs sociales, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, promet soumettre le dossier au gouvernement. Le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme prendront entièrement leur place pour porter une communication au Conseil des ministres visant à apporter un appui franc au plan institutionnel et au plan financier afin que le Comici bénéficie d'un appui à nul autre pareil pour faire de cette édition une édition unique. La phase de présélection débute du 15 février au 10 mai prochain. Cette étape va concerner 15 communes, dont 2 villes dans l'Hexagone. Le verdict est connu depuis hier. Le tirage au sort a eu lieu au Maroc, au pays organisateur de la CAN 2025. Les éléphants connaissent désormais leur poule. La Côte d'Ivoire, championne en titre, affrontera entre autres son vieux rival et 5 fois vainqueur, le Cameroun. Plus de détails avec Esso, Jean-Sylvain et Salif Ouattara. Faye Emers et son commando sont enfin situés. Après plus d'une heure de suspense marquée par des prestations d'artistes et vidéos de promotion touristique de la destination Maroc, le tirage au sort de la CAN 2025 s'est montré plutôt clément pour les éléphants qui héritent de la poule F
avec pour adversaires le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Le sélectionneur Faye Emers promet de ratisser large afin de renforcer son commando. Logés à Marrakech, les éléphants recevront leur match de poule dans l'enceinte du grand stade de Marrakech, fort de ses 45 000 places. Mais les champions d'Afrique en titre iront également jouer à Agadir, ville où leurs 3 adversaires seront logés. Quant au pays hôte, le Maroc, le tirage est plutôt équilibré avec le Mali, la Zambie et les Comores. 3 équipes qui ont montré qu'elles sont des troupes faites depuis 2 éditions de la CAN. La CAN Maroc 2025 se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une édition sur laquelle le royaume chérifien compte pour charmer ses visiteurs puisqu'il co-organisera la Coupe du monde de football avec l'Espagne et le Portugal. Bienvenue dans un Maroc prêt. Un migrant n'est pas un délinquant, mais un être humain qui veut travailler, évoluer et vivre sa vie. Ces propos sont du président colombien Gustavo Petro. Il répond ainsi à son homologue américain après l'expulsion de 200 migrants colombiens des États-Unis. Et ce mardi, le gouvernement colombien a affrété 2 avions militaires pour les transporter. Dans ce contexte de tensions diplomatiques, le président colombien réagit en écrivant ceci. Ils sont colombiens, libres et dignes dans leur pays qui les aime. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Mais ne décrochez surtout pas après ce journal. La direction des magazines d'information vous invite à suivre votre émission, le débat politique. Eliane Hervaux échangera pendant 90 minutes avec les représentants du RHDP, du PDCI, du PPACI, du FPI autour du thème présidentiel 2025. Quel discours pour un climat apaisé? Passez une très belle soirée sur RTI 1.